Juste une modélisation de ce que j'observe en clinique sur les crises de boulimie. C'est important pour voir comment on peut axer les soins dans le traitement et surtout, comme je le disais, à travers ces trois phases, finalement, à quel moment on peut intervenir au niveau des soins. Ce qui me dérange, en fait, dans les déclencheurs, c'est que je les trouve évolutifs. Là aussi, je parle toujours de ma clinique. Je trouve ça évolutif dans le temps. Au départ, ça peut être très stressant, c'est lié à du stress. Alors, est-ce que c'est un problème vis-à-vis de l'école? Est-ce que c'est un problème vis-à-vis du sport? Est-ce qu'il y a un problème familial et toutes ces histoires qu'il y a? Est-ce que ça revient encore de l'envie de manger? Et pourquoi cette envie de manger est là? Est-ce que là aussi c'est de l'ennui, c'est de la solitude et autres émotions qu'on peut retrouver? Je vais détailler un peu plus loin. Et est-ce que finalement il y a une notion de sensation de faim qui apparaît? Voilà ce que j'observe. J'espère que vous pourrez le compléter et modifier et dire si vous êtes d'accord et pas d'accord sur certains points. Il y a cette envie de manger qui apparaît avec un déclencheur qui n'est pas toujours identifié. Il y a des stratégies qui sont mises en place pour éviter de passer à l'acte. Finalement, ça ne fait qu'augmenter l'intensité de l'envie de manger jusqu'au moment où il y a l'abandon de la lutte et là, l'intensité de manger rediminue parce que je vais passer à l'acte. Et dans ces crises émotionnelles, dans ces crises de binge eating, ce que décrivent les patients, c'est que tout se passe dans les premières bouchées. C'est là où c'est très compliqué. C'est que les premières bouchées permettent de redescendre en fait cette intensité émotionnelle qui est problématique. Et après, il y a ce fameux foutu pour foutu. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez vous aussi en consultation. Foutu pour foutu, maintenant que j'en suis là, mais autant que je continue et je développe ma stratégie derrière pour éviter de prendre du poids. Et c'est un des axes aussi sur lesquels on essaye de travailler à travers de nouvelles thérapies, sur le foutu pour foutu. Alors avant le trouble, finalement, quels sont les premiers acteurs de soins? Finalement, c'est la famille et l'entourage. Le rôle des parents est relativement important et je pense que voilà, quelques petits points sur lesquels vous pouvez être vigilant pour voir toutes ces problématiques alimentaires apparaître. Il y a les pertes de poids ou une variation de poids permanente avec des gens qui prennent plus 5, plus 7, qui redescendent à moins 7, moins 5 kg, qui reprennent 10 kg, puis dans des phases très très courtes. Il y a vraiment ces variations de poids qui sont importantes à observer. Il y a tout le changement de comportement alimentaire soudain avec la mise en place de régimes. Alors là aussi, comme je vous disais, je vois des jeunes patients de 14 jusqu'à un peu plus âgés. Donc on a ces régimes qui se mettent en place et puis on a la pression vis-à-vis de tous les régimes qui existent aujourd'hui et puis toute cette masse financière qui est à faire à côté de là, hein, puisque l'obésité ça devient vraiment une industrie et une machine à faim finalement. Il y a quelque chose qu'on peut observer aussi, c'est les temps d'activité physique qui deviennent vraiment très très importants. Une perturbation par rapport à l'image corporelle et les phénomènes de stress et d'anxiété. Donc ça, c'est des petits signes que vous pouvez observer qui doivent vous mettre la puce à l'oreille et assez rapidement, commencez déjà premièrement à en parler avec votre enfant et puis deuxièmement, voir consulter quand c'est nécessaire. L'entourage, si aussi bien elle peut être facteur de sortie rapide de la maladie, mais malheureusement elle peut être aussi facteur de maintien de la problématique, et comme on l'a vu un peu ce que disait Catherine à l'instant, c'est le comportement alimentaire des parents, la restriction cognitive ou les régimes permanents qui sont faits pendant les repas, le régime permanent que peuvent mettre en place certaines femmes à table, y compris les hommes qui sont un peu dans des structures psychiques rigides, où ils sont très sportifs, il faut faire bien attention à l'alimentation, tout est cadré, pas de matière grasse. Donc là aussi, finalement, ça fait des repas qui sont sous tension et qui ne sont pas très agréables et qui peuvent dégénérer au niveau du comportement alimentaire chez l'enfant. Tout ce qui est critique sur les problèmes de poids, alors là, tout à l'heure, on avait les grosses fesses, mais après, ça peut aller dans des grosses joues, tous les points de focalisation sur l'image corporelle donnés par les parents ou par l'entourage, peuvent être aussi des facteurs de maintien ou des facteurs déclenchants dans cette problématique. Et je rappelle aussi que finalement, quand on a un enfant qui souffre de troubles du comportement alimentaire et de boulimie, bien souvent il commence aussi avec cette notion d'obésité qui, je trouve, et ça c'est comme mon avis personnel, renvoie aussi beaucoup de problématiques aux parents quand ils étaient adolescents ou enfants, qu'ils ont subi eux aussi des traumatismes vis-à-vis de leur poids, qui fait qu'ils les mettent assez rapidement au régime et qui peut être un facteur déclenchant. Il y a les états de stress au niveau des membres de la famille. Alors, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, ça a été très bien décrit, les histoires familiales, les histoires personnelles. Est-ce qu'il y a eu des abus sexuels? Est-ce qu'il y a eu un stress quelconque vis-à-vis de l'enfant qu'elle perçoit ou qui a été réellement mis en place? C'est un peu la problématique entre ce que chacune des personnes vit, ça devient problématique. Le stress qu'elle peut définir n'est pas forcément le stress que les parents ont eu l'impression de donner.
Donc là aussi, c'est à retravailler. Et puis, toutes ces problématiques d'éléments stressants qui restent permanents, le travail, l'école, les relations interpersonnelles, les conflits qu'il peut avoir au travail, à l'école, là aussi, je reviens là-dessus, le stress des examens, qui sont des facteurs qui font que le trouble se maintient assez fréquemment. L'image corporelle, ça, dans le sport, c'est très problématique, j'en parle parce que il y a une spécialisation aussi dans la nutrition du sport, forcément j'ai des patients qui viennent pour réguler leur poids, et finalement quand vous commencez à travailler, à voir comment ils régulent leur poids, très rapidement vous pouvez retrouver des gens qui ont des conduites de vomissement ou des fortes restrictions cognitives et qui sont un peu bloqués parce que c'est des personnes que vous pouvez retrouver dans des pôles espoirs ou dans des pôles France, et dans ces pôles France, on leur demande d'avoir un rapport poids-puissance qui doit être optimum, et du coup on a des dérives sur le comportement alimentaire. À cet effet, à Montpellier, on a, avec le CREPS et puis la jeunesse et des sports, on a créé un groupe de travail maintenant pour pouvoir toucher tous les pôles France au niveau des sports de haut niveau et de leur proposer de l'information sur les troubles alimentaires. Et cela, on a répondu à l'appel à projet de la Fondation de France en espérant qu'on puisse mettre en place quelque chose au niveau de ces pôles France avec des sentinelles dans chaque pôle France et des gens qui sont un peu formés et qui peuvent accueillir la parole au niveau des patients qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Et puis je parlais aussi tout à l'heure des étudiants qui est problématique parce qu'en plus d'avoir ce sentiment de solitude, il y a le sentiment du stress au niveau de l'école, il y a la séparation avec la famille, et ça reste tout des facteurs qui sont concomitants et qui maintiennent finalement la problématique. Que faire? Déjà, premièrement, au niveau des parents, c'est rappeler toute la psychoéducation sur le comportement alimentaire, parce que je pense que autant que les enfants, ils ont de grandes erreurs cognitives sur l'alimentation, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on est noyé d'informations d'un point de vue diététique aujourd'hui, même moi je me perds finalement, quand vous voyez tous ces messages où on vous dit qu'il ne faut pas manger entre les repas, etc. Je pense que le message le plus simple qu'il fallait donner, c'est de dire si vos comportements alimentaires et si votre sensation de faim vous pose problème, consultez. C'était le message le plus simple à dire.